L'Irak annonce le retrait de ses troupes du Koweït, scepticisme des Occidentaux. Notre invité ce soir, Abdallah Al-Mourad, un diplomate koweïtien. En Provence, les opposants au TGV ne désarment pas, ils refusent tout nouveau tracé. Championnat du monde d'équitation à Stockholm, une médaille d'or en individuel pour la France, elle l'attendait depuis plus de 20 ans. Bonsoir. Situation plus confuse que jamais au Koweït. D'un côté, les premières images du début du retrait des troupes irakiennes, c'était ce matin. De l'autre, l'arrivée dans la capitale des premiers contingents de volontaires irakiens enrôlés dans le nouveau gouvernement provisoire du Koweït. Un gouvernement qui se fait menaçant cet après-midi. Il adresse une sévère mise en garde aux États qui entreprendraient une action contre le Koweït ou l'Irak. Sylvie Levet. Des soldats en train de se retirer du territoire koweïtien, violés il y a 3 jours sur ordre de Saddam Hussein. Voici les premières images de la bonne foi du président irakien. Des images propagande qui ont pourtant du mal à faire oublier la mascarade de Bagdad, qui dès hier avait commencé de remplacer ses soldats officiels par une première vague de 140 000 volontaires irakiens enrôlés dans la nouvelle armée populaire de Koweït. Une armée désormais ouverte à tous les nationalistes arabes, à ceux de Hussein bien sûr, mais aussi aux 400 000 Palestiniens physiquement présents sur l'Émirat. En tout cas, cette rencontre aujourd'hui à Bagdad entre le chef de l'OLP, Yasser Arafat, et Saddam Hussein laisserait supposer une telle coopération. D'autant que l'OLP, à l'instar de 3 autres membres de la Ligue arabe, avait refusé de voter la sanction à l'encontre de l'Irak. Tandis qu'à Koweït, d'heure en heure, le nouveau pouvoir, manipulé dans l'ombre par Bagdad, renforce sa position, osant même menacer verbalement tout pays qui tenterait une intervention contre lui. Comme si au fond, ni l'attaque surprise ce matin du QG des forces militaires de Bagdad par des mirages loyalistes koweïtiens, ni l'appel lancé tout à l'heure par l'émir Cher Jaber en faveur d'une résistance active n'avaient pu intimider le nouveau pouvoir à Kuwait City. Une capitale qui, selon des témoignages concordants, aurait été saccagée par ses envahisseurs et qui interdirait toujours aux ressortissants américains et britanniques de quitter ses enceintes. Monsieur Al-Mourad, vous êtes diplomate koweïtien. Les Irakiens ont annoncé dès ce matin le retrait effectif du Koweït. Vous y croyez ou non? C'est ce que nous avons entendu ce matin, en disant, soi-disant, le retrait des troupes irakiennes du Koweït. Non, vraiment, je ne crois pas. Je crois que même tout le monde n'y croit pas. D'ailleurs, même si les troupes irakiennes se retirent de quelques zones de Koweït, mais ils y sont toujours. Et en plus, il y a ce que le soi-disant les milices populaires qui a été imposé par les Irakiens, qui sont déjà irakiens. Le retrait que nous souhaitons, c'est un retrait total, sans conditionnel, de tout le territoire koweïtien, avec le retour du régime de la légitimité koweïtienne. Le gouvernement provisoire vous somme cet après-midi de collaborer. Qu'est-ce que vous répondez? Quel gouvernement? Est-ce qu'il y a un gouvernement d'abord? C'est un gouvernement qui a été imposé d'ailleurs, imposé par le gouvernement irakien. C'est un gouvernement, pour moi c'est un gouvernement irakien. Je demande qui va coopérer avec ce gouvernement, sinon par force peut-être. La situation en tout cas a été qualifiée de très sérieuse hier soir par François Mitterrand et Mikhaïl Gorbatchev qui se sont entretenus au téléphone de la guerre dans le Golfe. Les États-Unis, toujours sceptiques quant à la réalité du retrait irakien, seraient prêts à déployer au Proche-Orient des chasseurs et des bombardiers. Le point sur les réactions internationales avec Hélène Rizacher. Des forces aériennes, chasseurs invisibles F-17 et bombardiers B-52 sont prêts à être déployés au Moyen-Orient par les Américains en cas d'attaque de l'Arabie Saoudite. C'est ce que révèlent des responsables du Pentagone ce matin, cités par le Washington Post. Ces forces aériennes pourraient causer des dégâts considérables aux installations irakiennes, militaires, industrielles et même pétrolières. Les États-Unis ont également envoyé dans la région des forces spéciales pour le cas où il faudrait libérer des otages américains. Les États-Unis poursuivent leur offensive diplomatique tous azimuts et leurs menaces pour tenter de régler la crise Irak-Koweït. Les consultations entre chefs d'État du monde entier se poursuivent. Et à l'ONU, le Conseil de sécurité s'apprête à examiner une demande américaine pour l'imposition d'un embargo militaire et de sanctions économiques contre l'Irak.
Déjà, la décision européenne de boycotter les achats pétroliers irakiens risque de coûter cher à Bagdad, qui fournit 38% de sa production à l'Europe. Dans ce domaine, la Turquie répond ce matin aux États-Unis et émet des réserves sur la fermeture d'un oléoduc irakien qui se trouve sur son territoire. La Turquie, qui traite plus d'1,5 million de barils irakiens par jour, craint des représailles irakiennes. Les Turcs ont bien raison d'être inquiets ce soir puisqu'un émissaire irakien vient de les menacer d'une réaction de Bagdad en cas de fermeture de l'oléoduc. Monsieur Al-Mourad, qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation internationale? Est-ce qu'elle est suffisante? Suffisante pour le moment, oui, mais quand même, il faut que ça soit bien appliqué. Parce que la mobilisation, tout ce que nous entendons des boycottages, de l'embargo, il faut qu'elle soit suivie par une application. S'il n'est pas appliqué, il ne serait pas du tout suffisant. Donc ce que nous attendons maintenant aussi, c'est que nous allons voir ce qu'il peut faire le Conseil de sécurité, prendre d'autres sanctions contre le régime irakien pour l'obliger, si vous voulez, de se retirer des territoires koweïtiens. Pour le moment, c'est une efficacité, si vous voulez, théorique, mais il faut qu'elle soit appliquée. Est-ce que vous pensez que le Cheikh Jaber va pouvoir revenir au pouvoir? C'est ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit tout citoyen koweïtien. Et avec plutôt les efforts des pays libres dans le monde, les efforts des Nations Unies, je crois bien que le Cheikh Jaber va retourner, c'est ce que nous souhaitons. Merci monsieur. La France suspend aujourd'hui même toute importation de pétrole irakien et koweïtien. Une notification a été adressée aux sociétés de pétrole. L'embargo sur l'or noir annoncé hier par la CE n'aura pas de conséquences sur le prix du super. C'est ce que déclarait à Rome hier Jacques Delors. À Paris, pourtant, dès ce matin, des compagnies ont augmenté leurs tarifs. Marie-Claire Thiers. 5 francs 62 le super chez Total, il a augmenté de 10 centimes ce matin. Ce matin, oui, de 10 centimes. 5,62 le super 5,62 le super, oui. Vous savez pour quelle raison? Non. Comment ça s'est passé? On reçoit un coup de téléphone de notre délégué qui nous demande d'afficher le prix de 10 centimes de plus, c'est tout. Sans vous donner de raison? Non, non, on n'a pas d'explication. Vous pensez que c'est lié à l'invasion du Koweït? On peut l'imaginer, mais comme on augmente et on diminue régulièrement, on ne peut pas savoir. Diminuer, c'est pas fréquent quand même. Ça arrive. Ça arrive. Vous pensez diminuer la semaine prochaine peut-être? Non, je pense pas. Non, 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 non. Mais si la direction a décidé une augmentation générale du super de 10 centimes, c'est le délégué commercial qui applique les tarifs selon les stations. Ainsi, de l'autre côté du pont, le super a augmenté vendredi de 5 centimes. Vous avez une idée de la raison? On en entend parler, on regarde à la télévision ce qui se passe. Et je crois qu'il y a également la période fin juillet, début août. Il y a un mélange. Chez Esso, 5 francs 63 le super, il a subi 2 augmentations en 8 jours. Le sens a augmenté de 10 centimes. Quand ça? Hier. À partir d'hier, ouais. Et vous pensez qu'elle va augmenter encore la semaine prochaine? Qu'est-ce qui est prévu? Je ne sais pas pour l'instant, mais je pense qu'elle va certainement augmenter. Plus 15 centimes aussi dans les stations Shell, 5 francs 50 le litre. Et si chez BP on nous soutient que le super n'a pas augmenté, on ne sait pas ce qui sera décidé la semaine prochaine. Mais demain est un autre jour. Au Libéria, le chef des rebelles, Charles Taylor, lance un appel à la mobilisation générale pour faire face à l'intervention américaine. Ce matin, en effet, Washington annonçait le débarquement de 225 Marines au Libéria. Leur mission, rapatrier les ressortissants américains. Correspondance de l'AFP. Les Marines américains ont débarqué ce matin à Monrovia. Officiellement, ils viennent assurer l'évacuation des 400 Américains qui restaient encore dans la capitale libérienne et protéger l'ambassade qui va sûrement rester ouverte. On manque encore de détails sur cette opération qui était attendue depuis des semaines, puisque 2300 Marines se sont au large du Libéria depuis la mi-mai. Ils vont aussi surveiller la station de radio Voice of America qui est entendue dans toute l'Afrique et aussi la station Omega qui guide les bateaux dans le golfe de Guinée, mais qui sert probablement aussi à écouter les radios du continent. Enfin, il y a au Libéria une grande station de télécommunication du département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères. C'est un centre vital et il était évident depuis le début de la guerre civile que Washington ne le laisserait pas sans protection. Enfin, il y a 37 000 Libériens qui se sont réfugiés dans la propriété de l'ambassade à Monrovia et qui n'ont plus ni eau ni électricité depuis 1 mois et demi. Les Américains sont les premiers à débarquer à Monrovia.
Mais on s'attend aussi que les Nigérians, les Ghanéens, les Guinéens décident lundi d'en faire autant pour protéger leurs dizaines de milliers de concitoyens coincés dans cette capitale où chacun tue ceux qui ne sont pas de la même tribu. Abidjan, Bernard Nicolas, AFP Audio. Un enfant algérien de 8 ans découvert assassiné ce matin à Grenoble. Son corps a été retrouvé dans un garage, roulé dans une couverture. L'enfant avait disparu il y a 2 jours. Depuis 1983, plusieurs affaires d'enlèvement d'enfants dans cette région n'ont jamais été élucidées. Christian Chabalier. Échirolles, dans un des quartiers populaires de la banlieue grenobloise, c'est dans ce garage que le corps du petit Rachid Bouzian, recherché depuis vendredi soir, a été retrouvé ce matin vers 10 h, enveloppé dans une couverture. Âgé de 8 ans, d'une famille de 5 enfants, Rachid était un garçonnet plutôt réservé. Son père l'a vu pour la dernière fois vendredi vers 19 h. Vers cette heure-ci, là, vers les 19h20, 19h30, sans faire attention, enfin, comme ça, j'ai regardé par la fenêtre, je jetais un coup d'œil par la fenêtre, et puis je le vois arriver. Je le vois arriver vers direction la montée. Vous avez pensé qu'il allait monter à la maison et il n'est pas monté? Voilà, je voulais l'appeler, et comme il était dans la direction de la montée, à quelques mètres, hein, la montée à une dizaine de mètres, 8 mètres environ. Alors j'allais l'appeler, il m'a regardé comme ça, lui. Parmi les voisins, c'est la stupeur devant un drame que l'on ne comprend pas. C'est une famille très très gentille, c'est une famille un peu pauvre, ils n'ont jamais rien fait de mal à personne. Ils s'entendent avec tous leurs voisins, avec tout le monde d'ailleurs. L'enfant a-t-il subi des sévices? L'enquête et l'autopsie du corps détermineront les circonstances du décès. La colère des opposants au tracé du TGV Méditerranée. Colère contre ce qu'ils appellent le nouveau diktat de Paris, c'est-à-dire le nouveau projet de Michel Delebarre. Hier, les manifestants ont occupé 3 gares. Une trentaine de trains circulant entre Paris et Marseille ont été retardés de plusieurs heures. Un conflit qui dure et se durcit. Gérard Pinson. 30 mètres, il va me passer. C'est comme s'il me passait dans la chambre. C'est un scandale, c'est une honte parce qu'on va me raser cette maison, je ne sais pas quoi faire. Mais si, monsieur Sabatier, vous savez quoi faire, avec quelques milliers de Provençaux tout aussi tonitruants que vous savez, hier soir encore, couper les voies ferrées et manifester par tous les moyens votre opposition à ce projet d'un TGV qui, de Valence à Roquebrune, n'a toujours pas réussi à se frayer un tracé discret dans le maquis des intérêts particuliers. Nous ne désirons pas, absolument pas, voir la plaine de Pugeot et de Rochefort transformée en un cirque infernal de TGV qui passeront dans tous les sens. Le maintien sur les sites existants aménagés est la seule solution crédible pour traverser notre région. L'idée n'est peut-être pas si mauvaise puisqu'il est d'ores et déjà acquis que ce TGV-là ne roulera jamais à 300 à l'heure. On fait donc monter la pression sur le ministre. La procédure qui a été suivie dans toute cette affaire est une procédure scandaleuse. Le ministre avait promis la concertation, il ne l'a pas tenue. Il est en train de commettre un crime en silence. On n'a pas fini de s'écrire entre la Provence et Paris. On n'a pas fini non plus de parler des manifestations nocturnes de Barbantane. Quant aux voyageurs bloqués en gare d'Avignon, comme cette nuit, ils n'ont pas fini de chercher à comprendre pourquoi ce fameux train que l'Atlantique, le Sud-Ouest, le Nord et l'Est réclament à grands cris fait si peur à autant de gens du Midi. Les journées internationales de Corté, organisées traditionnellement par les nationalistes, on attendait ce soir un message de l'ex-FLNC. Le mouvement clandestin confirme la trêve des actions militaires annoncée le 31 mai 89. FR3 Ajaccio. Ici à Corté, les propos de l'ex-FLNC soufflent à la fois le chaud et le froid. D'abord, un appel à l'ouverture. Ouverture à l'intérieur du mouvement avec une phrase. Je vous la livre. Le problème n'est plus de savoir s'il faut être ou pas nationaliste, mais de dire quelle société l'on veut pour la Corse. Une autre phrase. Le nationalisme de cœur et de tripes est révolu car il ressemblerait trop à la constitution d'un autre clan. Ouverture vers l'extérieur aussi, avec un appel à la politique d'union, à des forces dites de progrès, notamment le PS et le Parti communiste de Corse du Sud. Union au-delà du mouvement nationaliste. Et puis, un avertissement. L'ex-FLNC renouvelle sa mise en garde. Nous savons que des chefs de clan préparent des actions violentes antinationalistes. L'avertissement de l'ex-FLNC vise directement des chefs de clan sans pour autant les nommer.
Enfin, l'organisation clandestine part d'elle-même sur le plan politique d'abord. Elle dit ne pas s'attribuer entièrement le pouvoir de construire une nouvelle société corse. Mais sur le plan militaire, l'ex-FLNC se réserve le droit d'intervenir ponctuellement. En résumé, on peut comprendre que la trêve n'est pas rompue et que l'heure est à la politique d'union. Mais avec qui et comment ? La bataille contre l'exclusion au centre de tous les débats. Cet après-midi, le Congrès mondial des handicapés mentaux s'est ouvert à Paris pour 5 jours. 1200 participants venus de 66 pays pour défendre les droits de ces handicapés. Ils sont 250 millions dans le monde entier. Ils ont une charte depuis 1971. Reste à la faire appliquer. Ce matin, Anne Gouraud et Patrick Floimont ont rencontré un des rares orchestres français constitué de 8 jeunes handicapés mentaux, 8 savoyards amateurs de musique classique. Illustration parfaite, vous allez le voir, de la difficulté d'adaptation au quotidien. Ils s'appellent Catherine, Jean-Pierre, Pascal ou Véronique. Ils ont tous entre 17 et 23 ans et dans quelques minutes sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, ils seront vedettes le temps d'un concert, le temps de la soirée inaugurale du Congrès mondial sur le handicap mental. La plupart font de la musique depuis 8 ans et si leurs partitions sont simplifiées et codées, faute d'avoir assimilé le solfège, leur niveau correspond à celui d'une 3e année de conservatoire de musique. Beaucoup de travail pour en arriver là, surtout beaucoup d'attention et d'encouragement de la part des éducateurs. Un encadrement indispensable ici comme dans le centre d'aide par le travail où ils vivent, faute de pouvoir trouver leur place dans la société. Nos jeunes sont capables au niveau des CAT d'avoir une production, quelquefois qui se rapproche quand même pas mal de la production ordinaire, normale, mais est-ce qu'elle peut être soutenue, cette production? Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, hein. Il va y avoir des moments de découragement, des moments de fatigue qui font que s'il entre dans un travail normal, peut-être qu'il n'arrivera pas à soutenir la cadence et on dira à ce moment-là qu'il est incapable de continuer dans ce travail-là. Dans le CAT où ils sont salariés, ils travaillent aux cuisines, à la lingerie ou à l'expédition du courrier. Un univers parallèle qu'ils n'auront sans doute jamais la possibilité de troquer contre l'autre monde, le monde de ceux qui ne prennent pas le métro pour jouer à un concert exceptionnel, mais tout simplement pour se rendre au travail. Les autres faits marquants de l'actualité en France grâce aux images des 25 stations de la 3. Commentaire Jean-François Gringoire. Une épaisse fumée toxique se dégage toujours du cargo français Sinclair, en feu depuis 24 heures dans le port de Marseille. Sa cargaison, des voitures et des remorques, risque de se consumer encore pendant plusieurs jours. Les pompiers font face à des conditions de lutte difficiles. Ils sont obligés de pomper régulièrement le navire pour éviter qu'il ne coule. Et ils s'apprêtent à passer une 2e nuit sur les quais du port de Marseille. Inculpation cet après-midi des parents des 3 enfants laissés seuls enfermés dans un appartement de Forbach. Marie-Rose Winterstein et son ami Gilbert Risser, placés sous mandat de dépôt jusqu'à jeudi, avaient enfermé depuis mardi Sonia, Natacha et Michael. Ils n'ont été délivrés que vendredi par les policiers, des policiers qui détermineront s'il faut rendre les enfants aux parents ou bien les confier à la DAS. Retour au calme depuis ce matin à la maison d'arrêt de Chalon-sur-Saône. Les 50 détenus montés sur les toits de la prison depuis hier soir ont regagné leur cellule sans condition. Ils réclamaient la grâce présidentielle et l'amélioration de certaines conditions de détention. La tuerie de Montauban, erreur d'identification de la 6e victime. Il s'agit de Richard Alture, 39 ans, et non pas de René Hermann, un Alsacien signalé bien vivant auprès de la police par l'un de ses amis. Après l'arrestation des 4 meurtriers, le SRPJ de Toulouse met ainsi un terme à une enquête qui aura duré à peine 3 semaines. Pas de complexe touristique, pas d'aménagement commercial dans la vallée de la Dordogne. Les défenseurs de l'environnement disent non très fermement au projet urbain de Vézac qui menace plusieurs châteaux. Reportage de FR3 Aquitaine, Jean-Pierre Dinin. Drapeau noir ce matin sur le château de Castelnau en Périgord, le propriétaire Kléber Rossillon, comme ses dizaines de voisins de ce site historique des 4 châteaux au bord de la Dordogne, joue les écologistes de base afin de protester contre un vaste projet d'aménagement et d'urbanisation de la vallée. Pour les 2800 signataires de la pétition, un véritable crime contre l'environnement.
Ce projet de promotion immobilière dans la vallée est absolument inacceptable. Les gens viennent en Périgord pour admirer des châteaux, des sites, pour se baigner dans nos rivières, pas pour venir admirer des centres commerciaux dans les sites les plus protégés. Parce que nous comptons utiliser le terrain qui sera coincé entre les deux routes, un terrain qui est d'une superficie toute modeste, pour essayer de bâtir un bourg qui fait cruellement défaut à notre commune. Sur 15 hectares? Alors, mais qui vous a donné des chiffres aussi fantaisistes? Il s'agit au tout maximum de 3 hectares. Certes, la bataille paraît légitime au départ comme à l'arrivée. Le tourisme ici est un argument de poids. Mais en arrière-plan, le non-dit des écologistes châtelains, il y a aussi toute l'industrialisation en cours de la vallée, une perspective à concilier avec tout le reste. Sport, la France avait déjà un champion olympique en équitation avec Pierre Durand à Séoul. Elle vient d'obtenir cet après-midi à Stockholm un champion du monde de saut d'obstacles individuel. Eric Navet, ce Normand de 31 ans, a dominé le Britannique Whittaker et l'Américain Best cet après-midi. Médaille de bronze pour un autre Français, Hubert Bourdi. Portrait du médaillé d'or, Serge Dian. Semaine faste pour l'équitation française au mondial de Stockholm. Jeudi, Bost, Durand, Navet et Bourdi remportent la médaille d'or par équipe. 3 jours plus tard, Eric Navet devient champion du monde de saut d'obstacles et Hubert Bourdi décroche le bronze. Paradoxalement, c'est peut-être celui qu'on attendait le moins qui enlève le titre. Une victoire, véritable conte de fées pour Eric Navet. Ce Normand de 31 ans était prédestiné à une carrière de cavalier. La famille Navet possède un élevage et le père a été sélectionné aux Jeux de Tokyo en 1964. Résultat, depuis son premier poney monté à l'âge de 5 ans, Eric a toujours gardé une grande affection pour les chevaux. Un amour symbolisé par la sieste qu'il a faite jeudi dernier à Stockholm, aux côtés de Quito de Bossy, le cheval qu'il a vu grandir. Mais le plus surprenant s'est produit juste avant ces championnats du monde. À quelques semaines du grand événement, Eric Navet ne fait pas partie de la sélection. Mais coup de chance pour lui, la jument d'Hervé Godignon tombe malade et le couple Navet-Quito de Bossy est appelé en renfort. Le cheval est un peu jeune, mais le cavalier expérimenté. En tête hier soir, Navet se qualifie pour la finale à 4 et monte tour à tour aujourd'hui son cheval, puis ceux de Whittaker, Best et Bourdi. Après 4 parcours exceptionnels de régularité, Navet devance Whittaker et donne à la France son premier titre de champion du monde individuel depuis Pierre Jonker d'Oriola en 66 à Buenos Aires. Ski nautique, les championnats de France au lac du Der dans la Marne. La performance de la journée est signée Émeric Bennett, 19 ans, champion du monde en titre de figure. Il a pulvérisé aujourd'hui le record d'Europe de la spécialité avec 10 960 points. Il est très content, on le comprend. Il avait fait de sa vie un roman, aventurier et écrivain, incroyable Henri de Montfred, incroyable destinée qu'il a menée sur les bords de la mer Rouge, un être d'exception auquel notre confrère Daniel Grand-Clément consacre une biographie. Gros plan sur l'explorateur Michel Viane. Quand le marin revient de guerre tout doux. Un personnage hors du commun, un aventurier comme on n'en rencontre plus guère, une vie qui ressemble à un roman. Henri de Montfred, 16 ans après sa mort, demeure en effet incroyable. Mais malgré ses 73 livres, l'homme n'est-il pas plus prodigieux que l'écrivain? L'homme et l'écrivain sont les mêmes parce qu'il n'avait aucune imagination. On ne peut pas dire que c'est qu'il a réfléchi et qu'il a inventé des histoires. Tout ce que vous avez lu et qu'il a écrit sur lui, il l'a vécu. Il en a plutôt vécu un peu plus que ce qu'il a dit. Donc je crois qu'on ne peut pas les dissocier, ce sont les mêmes. Il faut être vraiment ce que l'on veut paraître. Du moins c'est ainsi que j'interprète, je donne un sens à la vie. Eh bien, quand je me suis trouvé là-bas en mer Rouge, j'ai fait certaines choses pour être... pas pour pouvoir les raconter, mais je les ai faites. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur quand il partit en croisière pour aller chasser l'anglais. Il n'aime pas la société. Il le pense, il le dit toute sa vie, tout ce qu'il veut c'est quitter le troupeau. Là où il est bien, lui c'est sur un bateau en train de lutter contre les éléments, c'est dans le désert. Quand il est avec les autres, quand il est avec nous, il se sent mal, il n'a qu'un souhait, c'est s'en écarter pour retrouver la solitude. Une solitude néanmoins pittoresque qui nourrit son anticonformisme caustique et son existence à la fois fastueuse et austère. Grâce à elle, Henri de Montfred, exceptionnel conteur, continue à nous faire rêver. Tout doux.
fait rêver parce que vous et moi, nous aimerions bien être mon Fred. Vous et moi, nous aimerions bien, comme la plupart de nos contemporains, aller jusqu'au bout de nos envies, risquer les choses et ne pas avoir peur de couper avec ce qui nous entoure pour satisfaire ce qui peut-être fait partie de notre rêve. Pour terminer, les rapports du tiercé Quarté Plus qui se couraient aujourd'hui à Deauville. Regardez, il vous fallait jouer le 3, le 4 et le 7. Rapport pour 6 francs dans l'ordre, 4 194 francs. Dans un ordre différent, 838 francs 80. Pour le Quarté, vous ajoutez le 18. Rapport pour 8 francs dans l'ordre exact, 45 893 francs 60. Dans un ordre différent, 5 102 francs 40. Voilà, fin de cette édition. Soirée sourire sur la 3 à 20h30. 40 ans d'insolence à la télévision. Je vous retrouve à 21h50 pour le dernier journal. Excellente soirée à tous.